Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, bulletin. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ces 13 heures. Notre appareil judiciaire sera restauré bon gré mal gré. Ce sont avec ces mots que le chef de l'État a lancé les états généraux de la justice ce mercredi 6 novembre 2024 au centre financier de Kinshasa sous le thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle qualifiée de malade? Quelle thérapie face à cette maladie ?» Suivez. À l'occasion de l'ouverture des États généraux de la justice en République démocratique du Congo. C'est le président de la République, Félix Tshisekedi lui-même, qui a donné le go des travaux des États généraux de la justice. Ces assises ont pour thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle qualifiée de malade? Quelle thérapie face à cette maladie ?» Les travaux iront jusqu'au 13 novembre prochain. Lors de sa prise de la parole, le chef de l'État congolais, président, a laissé entendre que sa présence... Lors de sa prise de la parole, le chef de l'État congolais, président, a laissé entendre que sa présence à ces assises est le symbole de son engagement ferme à restaurer un secteur qui a perdu son prestige. Pour Félix Tshisekedi, il s'agit aussi de se mettre en adéquation avec les Saintes Écritures qui consacrent la justice comme un vecteur d'élévation d'une nation. Ma présence en ce lieu n'est pas un simple acte protocolaire destiné à être inscrit dans les lettres de noblesse du ministère de la Justice. Elle est plutôt le symbole de mon engagement ferme de restaurer la justice de notre pays afin d'être en adéquation avec les Saintes Écritures qui consacrent la justice comme un vecteur d'élévation d'une nation. Ainsi qu'il est écrit dans Proverbe 14, verset 34, « La justice fait la grandeur d'une nation ». À son tour, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, est revenu sur le sens de ces assises. Les États généraux que nous sommes en train d'organiser, ce n'est pas un lieu de confrontation, d'affrontement entre le ministre et les magistrats et les huissiers et les avocats, les citoyens et les magistrats. C'est plutôt un cadre des prises de conscience collectives, des remises en cause systémiques et systématiques, des pratiques que nous avons observées pendant des décennies et qui malheureusement ont démontré leurs limites et ont détruit notre système judiciaire. Pour le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, le forum sera un moment de diagnostic sans complaisance. Je promets de me rassurer de la disponibilité des magistrats et de tous les personnels du secteur de la justice, désignés pour ces assises, pour un diagnostic sans complaisance des mots qui rongent les milieux de la justice, afin de formuler des recommandations qui cadrent avec les vraies réalités du secteur et qui tiennent compte des attentes de la population. Pour les uns et les autres, les États généraux de la justice constituent le début d'une thérapie de choc pour un véritable établissement d'un État de droit. Et puis la RDC et la Grande-Bretagne, les deux pays s'accordent pour une relation bilatérale croissante sur le plan sécuritaire. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a échangé ce 6 novembre avec l'ambassadrice britannique Alison King dans son cabinet de travail. Ce premier contact qui s'inscrit également dans le cadre du suivi consulaire va privilégier la relation
bilatérale croissante entre les deux pays en appuyant et soutenant les efforts de la décentralisation déjà entrepris dans un pays aussi vaste tel que la RDC. La diplomate britannique s'est dite éclairée sur la vision et les priorités de ces ministères clés du gouvernement Soumouna Souvé. Donc c'était la première réunion avec le VPM. Donc, c'était aussi une question de voir ses priorités. Comment est-ce que le Royaume-Uni peut accompagner la RDC, ce ministère, dans les responsabilités qui sont assez lourdes, mais aussi essentielles pour l'avenir du pays. Donc, je crois que nous avons plusieurs dossiers où on peut continuer à explorer les possibilités d'un accompagnement. Aussi, comme j'ai mentionné, on a abordé des discussions concernant le respect, les avancées dans la protection des droits de l'homme, de la femme aussi, parce que voilà, nous sommes des femmes. Et quoi, je crois que ça a été une rencontre assez cordiale et on va continuer notre dialogue et voir comment est-ce que nous soit en capacité de membre permanent du Conseil de sécurité aux Nations Unies, soit dans des autres domaines, on peut avancer ensemble. J'avais attendu et j'avais reçu une vision claire, aussi une idée plus précise des priorités du VPM et le gouvernement pour achever les objectifs, les missions du ministère. Et on a décidé de continuer avec des séances de travail. L'e-commerce continue de se développer en République démocratique du Congo où il devient un moyen courant d'acheter et de vendre des produits et services en ligne, surtout dans la capitale. Rosie Tuyo nous en parle pour plus de détails. Le commerce en ligne ou e-commerce n'est pas simplement un moyen d'échanger de biens et services. C'est une révolution qui redéfinit notre rapport à la consommation. En République démocratique du Congo, cette pratique émerge comme une bouffée d'air frais, permettant aux consommateurs d'accéder à une multitude de produits sans avoir à se déplacer. Les avantages que nous obtenons dans la vente en ligne, c'est que ça nous donne la visibilité et ça nous permet d'être en contact avec plusieurs personnes. Si seulement l'article intéresse et tu peux appeler, tu appelles, j'ai besoin de ça et on te livre. Donc c'est un peu ça les avantages de la vente en ligne. Alors, on parvient à créer une bonne relation avec nos clients à travers les prix, la promotion et la qualité. Pour certains clients, les commerces en ligne favorisent beaucoup les déplacements car il est moins coûteux et permet d'obtenir la marchandise de son choix sans pour autant se déplacer. Ça facilite en fait parce qu'il y a des commerces en ligne où ils viennent eux-mêmes livrer la marchandise à la maison. Donc ça nous aide à rester à la maison, genre à ne pas sortir pour dépenser de l'argent inutilement. Parce que eux, quand ils viennent, ils fixent un montant précis, genre si par exemple ils viennent à la maison et que tu habites par exemple à Limete et par exemple ils sont en ville, venir à Limete ça coûte moins. Ils peuvent te dire non, garde-nous $2. Mais toi qui t'es limité jusqu'en ville, ça coûte en fait. Bon, je trouve ça c'est facile. Les e-commerce offrent aux acheteurs une visibilité inégalée, mais ils soulèvent aussi des questions cruciales sur la contribution à l'économie nationale. Trop souvent, ils échappent à la fiscalité, mettant en lumière les failles d'un système qui peine à encadrer ces nouvelles Eldorado commerciales. La plupart de personnes qui sont dans ces marchés-là, ils ne sont pas identifiés par l'État, par le gouvernement. Deuxièmement, ils ne payent pas les taxes et les impôts. Par conséquent, les commerces électroniques se retrouvent dans un système informel en République démocratique du Congo, ce qui nous pousse à dire que c'est les commerces électroniques, d'autant plus que ce n'est pas structuré en RDC, c'est un manque à gagner pour l'économie congolaise. Au-delà de tous ces bienfaits, la vente en ligne favorise également la commercialisation de produits dangereux ou illicites, ce qui pénalise de nombreuses marques.
Et pour finir, l'Afrique héberge 30% de réserves mondiales de métaux critiques, mais participe peu à leur transformation. Riche en cuivre, cobalt ou lithium, la RDC, la Zambie ou encore le Zimbabwe affichent des ambitions dans la production locale de batteries électriques avec des plans plus ou moins avancés comme au Ghana. Damani Mouchinga. Le Fonds souverain minier du Ghana veut investir 2 millions de dollars dans Castel Minerals, propriétaire du plus grand projet de graphite du pays. Les fonds serviront en priorité à poursuivre le développement de Kambale jusqu'au stade de l'étude de préfaisabilité. Le projet héberge 1,9 million de tonnes de graphite selon une estimation publiée en octobre 2023. Les termes du protocole d'accord avec Castel prévoit que le MIF aura le droit préférentiel d'acheter jusqu'à un maximum de 50% de la production de graphite. Alors que le gouvernement a déjà un accord avec Atlantic Lithium pour un éventuel projet d'usine de transformation du concentré de lithium bientôt produit sur la première mine du pays, ce nouveau développement traduit la volonté des autorités de faire du Ghana un producteur de batteries électriques. Le graphite et le lithium sont en effet utilisés pour produire ces batteries. Selon un rapport de la BAD, l'Afrique ne devrait capter que 55 milliards de dollars sur un marché des batteries et véhicules électriques estimé à 8 800 milliards d'ici 2025 si le continent se limite au rôle d'exportateur des minerais bruts. Alors que le marché est en pleine croissance, cet exemple montre la nécessité pour le pays producteur de minéraux utilisés dans cette industrie d'investir dans la transformation locale. Pour y arriver, plusieurs pays africains, dont le Ghana, ont déjà décidé d'interdire l'exportation à l'état brut de graphite, lithium et autres. Obtenir une batterie électrique nécessite aussi d'autres métaux comme le nickel, le cobalt, le cuivre ou le manganèse, autant de métaux que le Ghana ne produit pas. Pour le moment, le gouvernement ghanéen n'a pas encore présenté de plan concret relatif à son ambition de devenir producteur de batteries au lithium. Rappelons que le Ghana n'est pas le seul pays africain à s'activer pour produire des batteries électriques. La Zambie et la RDC ont un projet commun d'usine de batteries électriques alors que le Zimbabwe, premier producteur africain de lithium, incite les compagnies présentes dans le pays à transformer le lithium pour approvisionner directement l'industrie des batteries électriques. Voilà, c'est tout pour ces 13 heures. Madame, Messieurs, prenez rendez-vous à 19h30 pour la grande édition.